Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 28 août, avant-dernière séance de ce mois exceptionnel. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Shinzo Abe démissionne, ce n'est ni bon ni mauvais pour les marchés, voici pourquoi. La rumeur circulait en fait avec insistance depuis quelques jours. Monsieur Shinzo Abe n'apparaissait à aucun des événements prévus à son agenda et on se disait que ses problèmes de santé commençaient à devenir peut-être un petit peu handicapants. Eh bien, monsieur Shinzo Abe, aujourd'hui, a convoqué la presse pour annoncer sa démission pour raison de santé. Alors ça a été un petit choc naturellement pour la bourse de Tokyo qui a perdu jusqu'à 2,6% en séance avant de limiter la casse à moins 1,4% en clôture. Donc on a quand même l'impression que les milieux d'affaires sont un petit peu inquiets, mais ils s'en remettront vite car les trois dauphins de Shinzo Abe, les trois qui vont candidater pour l'élection qui va suivre cette démission, sont tous exactement sur la même ligne, sont tous des supporters des Abenomics. Et oui, les Abenomics, vous le savez, ce sont ces trois flèches stratégiques destinées à combattre la déflation, à relancer l'économie. Alors je vous rappelle ces trois flèches, vous les connaissez, donc une politique monétaire non orthodoxe, tellement non orthodoxe qu'elle a abouti à supprimer le marché obligataire et on peut dire quasiment abolir le marché des actions puisque la Banque centrale du Japon possède 75 à 80% des ETF actions. Donc il n'y a plus de marché proprement dit, ni obligataire ni des actions. Donc ça, c'est comme ça, on contrôle mieux les choses. On a créé du yen, on a presque triplé la masse monétaire. Deuxième flèche, donc une politique budgétaire de relance keynésienne par les grands travaux. Donc ça, quand vous allez au Japon, on va dire que là, l'argent se voit. C'est un pays parfaitement bien équipé, extrêmement propre, extrêmement performant, agréable à vivre, il faut bien le dire. Mais ce qui est un peu plus inquiétant et ce que la troisième flèche des Abenomics n'a pas réussi à atteindre, c'est à relancer la démographie. La troisième flèche, c'était des réformes structurelles. Enfin, aujourd'hui, le vrai problème structurel, c'est que la population vieillit et là, monsieur Shinzo Abe n'a pas réussi à inverser la courbe. Et là, dans un pays qui vieillit, eh bien, le comportement d'épargne, évidemment, il se propage. Il n'y a aucun risque d'inflation dans un tel contexte, naturellement. Donc on va dire que l'objectif de combattre la déflation n'a été que partiellement atteint et au prix de 250% d'endettement du pays. Voilà. Alors une politique nataliste au Japon, ça aurait pu consister effectivement à offrir une garantie de l'emploi aux femmes enceintes, même de la promotion, pourquoi pas, à développer tout un écosystème pour accueillir les enfants pendant que les mamans travaillent. Souvent, alors qu'elles sont enceintes, eh bien, elles arrêtent de travailler et définitivement. Voilà. Donc je referme un petit peu la parenthèse Japon, puisque ce n'est pas ça qui va déstabiliser les marchés. Des marchés qui attendaient avec un certain enthousiasme, voire une quasi-euphorie, la prestation de Jérôme Powell à Jackson Hole. Alors il n'a ni véritablement enthousiasmé, ni véritablement déçu, mais tout de même il a confirmé une rumeur, c'était que la Fed allait mettre en œuvre une nouvelle stratégie consistant à laisser l'inflation aller au-delà de l'objectif des 2%, et tout cela en tenant compte d'une moyenne, une moyenne d'inflation. Quelle moyenne? Entre 1 et 3%, 2 étant au milieu,
ou entre 0 et 4%, car aujourd'hui l'inflation est à 0 aux États-Unis. Peut-on laisser éventuellement aller l'inflation jusqu'à 4 en espérant qu'elle reviendra à 2 En fait, la Fed n'explicite absolument pas comment elle va réussir à ne pas agir sur les taux d'intérêt en laissant l'inflation aller au-delà de ses objectifs et pour quelle durée. Néanmoins, ce que les marchés ont quand même compris, c'est que la Fed, une nouvelle fois, se trouve une nouvelle excuse pour ne pas agir, pour ne pas remonter les taux, si jamais cela pouvait s'avérer nécessaire, et notamment avec un sursaut de l'inflation. Donc, une Fed qui se lie les mains pour 3 ou 4 années, eh bien tout ça est extrêmement bien perçu. D'où cette performance stratosphérique des indices boursiers US au mois d'août. Meilleur mois d'août pour le Dow Jones depuis 1984. Coucou Orwell. Meilleur mois d'août depuis 1986 pour le S&P 500, meilleur mois d'août de tous les temps pour le Nasdaq et le Nasdaq 100. Nasdaq 100 qui a fait une incursion hier au-delà des 12 000 points, qui avait franchi les 11 000 le 2 ou le 3 août dernier, qui aura donc mis moins de 19 séances pour gagner 1000 points supplémentaires, les 1000 points les plus rapides de l'histoire. Alors évidemment, ça va plus vite de gagner 1000 points quand on passe de 11 à 12 000 que de 5 à 6 000, puisque là, il faut gagner 20%, et là, à peine 8%, enfin, tout de même. 1000 points, 15 records en 19 séances, 15 records sur les 40 que compte cette année. On assiste véritablement à un emballement qui pourrait bien être l'emballement final. Alors, prudence. Nous vous retrouvons lundi pour une nouvelle quotidienne et jeudi pour notre premier rendez-vous live avec nos abonnés de lettres confidentielles. Un grand rendez-vous, 1 heure pour poser toutes vos questions, même en amont de ce live. Et en attendant, nous vous souhaitons un excellent week-end en espérant un nouveau remède miracle lundi qui fera grimper tous les indices pour l'ultime séance d'un mois d'août absolument historique.